Mysterious Skin de Greg Araki aborde le thème des abus sexuels d'un point de vue audacieux et complexe en se mettant à la place des victimes. Et étrangement, c'est un point de vue globalement assez rare au cinéma. On présente généralement l'abus sexuel d'un point de vue autre que celui des victimes afin de mettre en avant un problème sociétal plus grand et de placer un cadre propice à une enquête policière ou journalistique comme dans Spotlight de Tom McCarthy par exemple. On a le choix entre deux sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un juteux fonds de commerce. Lequel de ces deux papiers tu veux qu'on sorte? Parce qu'on en sortira. D'autres films, et c'est d'ailleurs souvent la majorité, se contentent d'évoquer l'abus sexuel comme un événement significatif du récit, mais sans rentrer dans plus de détails. C'est le cas dans Mystic River de Clint Eastwood ou encore Festen de Thomas Vinterberg. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau, curieusement. Il avait quelque chose d'urgent à régler, sans attendre. Alors il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte qu'on a mise à la poubelle depuis, et il nous violait. Il abusait de nous, il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Dans Mysterious Skin, l'approche est assez subtile. On évite les images trop graphiques et violentes pour être au plus proche de la psyché des personnages, et ce sans tomber dans le voyeurisme ou le sensationnalisme. En fait, Mysterious Skin met en évidence le rôle déclencheur des abus sexuels dans la vie des personnages, révélant comment ces traumatismes profonds influent sur leur développement émotionnel, leurs choix et leurs relations. Il n'est donc pas étonnant que l'abus sexuel soit présenté dès les premières scènes du film afin d'accentuer l'importance de cet événement. Cet abus n'est montré que sur le personnage de Neil. Le deuxième personnage du film, Brian, est pourtant lui aussi une victime. Mais à l'inverse de Neil, il refoule totalement cet événement traumatique. Si bien que la représentation de son abus sera fragmentée et s'agencera au fur et à mesure que ses recherches avancent. Les toutes premières images du film vont nous montrer un jeune Brian apeuré, avec du sang qui lui coule du nez, pendant que sa voix off nous dit que quand il avait 8 ans, 5 heures ont disparu de sa vie. 5 hours disappeared from my life. 5 hours lost, gone without a trace. Last thing I remember, I was sitting on the bench of my Little League game. Toujours en voix off, il dit que la seule chose dont il se souvient, c'est d'être avec ses amis du baseball et qu'il s'est mis à pleuvoir. Ensuite, c'est le trou noir jusqu'à ce que sa grande sœur le découvre dans la cave, le nez en sang. Brian? Brian? You dork, what the heck are you doing in there? 2 années plus tard, lors d'Halloween, Brian va être confronté à son second abus sexuel. Mais cette fois, au lieu de le refouler totalement, il va substituer tout ce qui va se passer par un événement surnaturel rappelant un enlèvement extraterrestre. Et cette absence quasi totale d'images des agressions subies par Brian va se refléter plus tard sur sa situation identitaire. En effet, son abus sexuel demeure central dans sa construction identitaire et sexuelle. Brian, pour éviter inconsciemment de faire face à la réalité d'une agression sexuelle qu'il était trop jeune pour comprendre, va adopter une stratégie pour préserver, voire restaurer son identité, tout en tentant de rationaliser sa perte de mémoire par un événement surnaturel. Parce que, aux yeux d'un enfant de 8 ans, il paraît plus rationnel de se faire enlever par des extraterrestres plutôt que de se faire violer par un adulte. Si seulement c'était vrai. Ah, monde de merde. Plus tard, dans Mysterious Skin, Neil va lire une lettre provenant de son ami Eric qui va parler de Brian. I've been wanting to tell you about this strange guy I met 3 weeks ago. No, we're not fucking, get your mind out of the gutter, perv. He's not even gay, I don't think. In fact, his vibe is kinda weirdly asexual. Eric va donc le qualifier d'asexuel dans la mesure où Brian n'a pas de relation sexuelle ni d'attirance pour aucun des deux sexes, et que de surcroît, il a une identité de genre assez floue. Il est en effet assez délicat, a une voix douce presque féminine, est timide, déteste le sport qui est généralement associé au genre masculin, et tous ces éléments iront même jusqu'à décevoir fortement son père.
You know, when I was a kid, I wasn't exactly a star player either, but at least I gave it my all. I wasn't a quitter. Sorry, Dad. De plus, Brian ne montre aucune attirance pour les garçons et les filles, et va même rejeter toute forme d'intimité ou de rapport sexuel. Cela va se traduire notamment dans la scène où Brian repousse violemment les avances d'Avaline. I can't. No. I can't. It's okay. No. Don't. Don't! I'm sorry. De l'autre côté, Brian va s'attacher à Eric, meilleur ami de Neil et personnage ouvertement gay. Mais rien ne va suggérer plus qu'une simple amitié. You alright? I'm drunk. Brian se trouve donc en marge, il est dans ce que l'on appelle les zones grises de la norme hétérosexuelle dominante, son identité et sa sexualité ayant été troublées par l'abus sexuel qu'il a subi à 8 ans, dont il ne se souvient certes pas, mais qui a pourtant laissé en lui des traces physiques et émotives. Brian? Oh my God, Brian! Ça, c'était pour la construction identitaire de Brian. Du côté de Neil, vous allez voir, tout est différent. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la force de Mysterious Skin, en nous montrant que chaque individu fait ce qu'il peut pour surmonter ses traumatismes, et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre tout ça. Bref, alors que Brian se réfugie dans l'amnésie, Neil fait preuve quant à lui d'une certaine aisance face à la situation. Il faut dire que Neil a une sexualité précoce, puisqu'il le dit lui-même que lors de ses 8 ans, il a éjaculé pour la première fois. Regardant sa mère faire l'amour sur la balançoire dans la cour, Neil va se masturber. Il faut noter que l'homme faisant l'amour avec sa mère ressemble physiquement à l'entraîneur qui va abuser Neil et que ce dernier définit ce genre d'homme comme étant son type. Alfred was all Marlboro, man. Dumb as a fucking rock. What I would years later come to call my type. De plus, au moment où l'homme jouit, un court plan de l'entraîneur en train de jouir lui aussi nous est montré. Et cela sera également le cas quand Neil va jouir pour la première fois. La présence de l'entraîneur est donc déjà en train de moduler la sexualité de Neil. Neil va ensuite revenir en arrière dans l'histoire pour nous expliquer la première fois qu'il a vu l'entraîneur et du désir qu'il a alors ressenti. Desire sledgehammered me. He looked like lifeguards, cowboys, and firemen I'd seen in the playgirls that my mom kept stashed under her bed. And back then, I didn't know what to do with my feelings. They're like a gift I had to open in front of a crowd. Ces images montrent que ce désir n'est pas d'ordre sexuel, mais plutôt d'ordre associatif. S'ensuit toute la graduation dans les actions de l'entraîneur qui vont conduire à l'agression sexuelle. D'ailleurs, le film a manqué d'être interdit de diffusion en Australie, car il y avait une crainte que certaines scènes soient vues comme une sorte de manuel d'instruction pour violeurs. Et en effet, je trouve que ces passages sont vraiment les plus malaisants du film. En gros, l'entraîneur gagne la confiance de Neil et va petit à petit faire des actes assez déplacés, mais qui vont finir par être acceptés ou du moins tolérés par Neil. L'entraîneur va ainsi enregistrer la voix de Neil. Shit, 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 help, damn. Prendre des photos dans des poses assez suggestives. Open your mouth real wide. Et cela va nous mener jusqu'à l'agression sexuelle. I like you, Neil. I like you so much. Suite à cela, en voix off, Neil dit qu'il a regardé le plancher couvert de céréales et que cela ressemblait à un kaléidoscope brisé. Une image forte montrant que quelque chose a éclaté chez ce jeune garçon. And after it was over, I looked down at the mess on the floor. It was like a kaleidoscope, it shattered. La domination sexuelle et émotionnelle de l'entraîneur est masquée par le fait qu'il amène Neil à accepter la relation sexuelle, ou du moins à lui faire croire que cela est tout à fait normal.
Ça n'en reste pas moins un abus sexuel puisqu'un enfant ne peut pas s'attendre à un tel comportement de la part d'un adulte, dans lequel il a de surcroît pleinement confiance. Neil, à l'inverse de Brian, ne va pas refouler cet abus, mais va plutôt refouler l'importance de cet abus. Il va le banaliser, le normaliser, jusqu'à érotiser les agressions subies et allant même jusqu'à les reproduire sur d'autres enfants. When I was little, a man used to do this to me, and you're really gonna like it. There, that's it. That's my boy. En associant ainsi l'abus sexuel à un réconfort, on comprend que Neil est perdu, qu'il y a une confusion qui s'est faite entre le bien et le mal, entre les comportements à adopter et les limites à ne surtout pas franchir. Et en perpétuant ce cycle de l'abus sur un autre enfant, Neil éprouve un sentiment de puissance et de contrôle sans se rendre compte que tout cela est illusoire puisqu'il est lui-même victime des conséquences néfastes d'une agression. Et il faudra attendre la toute fin du film pour que Neil se rende compte de l'ampleur et de la gravité de ce qu'il a fait. As we sat there listening to the carolers, I wanted to tell Brian it was over now and everything would be okay. Contrairement à Brian, dont on ne voit pas vraiment les scènes d'abus sexuels dans le film, celles de Neil sont clairement présentes et même imposantes dans Mysterious Skin. Cette présence va dévoiler chez Neil une sexualité et des désirs hors normes. Neil va en effet se lancer dans la prostitution sans se soucier des risques liés à cette pratique, dans le seul but de vivre une sensation sexuelle forte qui le renvoie bien entendu à celle qu'il a vécue avec son entraîneur. Tout cela se traduit par un comportement insouciant et autodestructeur, ainsi que d'une sexualité compulsive où il est désiré pour sa beauté et sa jeunesse. You are such a beautiful boy. Cette situation et ce sentiment d'être désiré par des hommes plus âgés et ressemblant à son entraîneur va changer radicalement quand Neil décide d'aller à New York rejoindre sa meilleure amie Wendy. So you're sure Wendy's gonna meet you at the station? I don't want you getting lost in that crazy city. You don't have to worry, okay? Call me collect the minute you arrive. Promise me. Okay. Promise me, Neil. Okay. Il arrive ainsi dans une grande ville où il y a plus de concurrence, ce qui le place dans l'anonymat. Il n'est plus désiré comme avant et va être confronté à des événements qui lui étaient jusque-là inconnus, comme dans cette scène avec un client séropositif. Hope, these don't frighten you too much. They have a habit of popping up in the most inopportune places. Oh, I know. Don't be worried. This is gonna be the safest encounter you ever had. Sa vision de la sexualité, de lui-même et de sa relation aux autres va évoluer, si bien qu'il ira même jusqu'à se confier à Wendy sur son passé avec l'entraîneur. What happened that summer? It's a huge part of me. No one ever made me feel that way before or since. God. I was special. Et il faudra attendre qu'il se fasse brutalement violer par un de ses clients pour qu'il se rende compte qu'il ne peut pas contrôler sa sexualité avec la prostitution, que tout ceci n'était qu'une illusion. C'est aussi au niveau émotionnel que Neil est également troublé. Wendy le dira d'ailleurs de but en blanc, affirmant que Neil a un trou noir à la place du cœur. Normal people have a heart. Neil McCormick has a bottomless black hole. And if you don't watch out, you can fall in and get lost forever. Neil est aussi quelqu'un qui revendique son caractère hors norme. Il sait qu'il est marginal, il le revendique, ce qui lui permet de critiquer la société hétéronormative dans laquelle il ne se retrouve pas. Et face à ce constat, il choisit de vivre un autre type de relation avec ses proches, et notamment avec Wendy, sa plus proche amie. If I wasn't queer, we would have ended up having sloppy teenage sex and getting pregnant, contributing more fucked up, unwanted kids to society. And instead, she became my soulmate and one true partner in crime. L'orientation sexuelle de Neil n'a probablement rien à voir avec l'agression qu'il a subie.
Cette dernière a surtout laissé des traces sur l'impulsivité de ses désirs, ses comportements d'ordre sexuel autodestructeurs et sa fermeture à l'ensemble des relations non sexuelles. C'est donc l'agression en elle-même qui a là aussi conduit à un trouble identitaire, au point de faire de Neil quelqu'un qui se place en dehors de la société. C'est quoi ce pays de merde? Même si ce film peut sembler très brutal, et il l'est, la fin nous permet néanmoins de finir sur une touche d'optimisme. Car mine de rien, il y a toujours eu de l'espoir dans ce film, et ce notamment avec le personnage de Wendy, qui est une véritable bouée de sauvetage émotionnel pour nos personnages. Enfin bref, à la fin du film, Neil et Brian se croisent enfin et vont ouvrir les yeux sur la réalité tout en restant lucides. Le monologue final de Neil démontre une volonté de surpasser l'abus sexuel et de reconstruire son identité. I wish there was some way for us to go back and undo the past. But there wasn't. There was nothing we could do. So I just stayed silent and trying to telepathically communicate how sorry I was about what had happened. Le tout se termine par un plan en plongée accompagné d'un travelling vers le haut, nous donnant l'impression que la rédemption a été accordée à ces deux adolescents. C'est une belle fin. I wished with all my heart we could just leave this world behind. Rise like two angels in the night and magically disappear. Et voilà, c'était Mysterious Skin de Greg Araki, un film dur mais aussi très sensible. C'était pas forcément facile d'en parler, mais je trouve que tous ces sujets sont pourtant très importants à évoquer, et j'en ressors avec une certaine satisfaction, il faut bien l'avouer. Bref, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et quant à nous, on se retrouve un de ces quatre pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Bip!